Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens enfin avec les crypto news tant attendues. Tu les réclamais, tout le monde me disait. Les gens étaient dans les rues, les crypto news, les crypto news. Les voilà, donc je décrypte l'actualité crypto à partir d'articles que je te présente et qui ont fait la semaine précédente. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins et ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti. On commence tout de suite avec l'état des montées et descentes des différentes cryptos de la semaine. Et comme tu vois, il y a du vert, du rouge, majorité de rouge on va dire, avec le gros perdant de cette semaine qui est le Ripple, moins 14%, enfin le XRP, pardon, à chaque fois je me fais reprendre, le XRP, moins 14%, mais encore une fois qui était relativement monté ces derniers temps, donc une correction tout à fait logique. Bitcoin à plus 1%, Ethereum à moins 1%, et encore même pas, j'arrondis. On a l'EOS qui est à 3,62%, XLM moins 3,88%, donc une semaine relativement stable. Il ne se passe pas grand chose sur les 7 derniers jours avec les cryptos. Par contre, niveau news, enfin avec les marchés, disons, avec l'évolution des marchés, avec niveau news, il se passe pas mal de choses et j'ai pas mal d'articles dont je veux te parler, donc je commence tout de suite. La première chose, c'est le Venezuela qui a fait de sa crypto-monnaie Petro une monnaie nationale officiellement. Donc ça y est, c'est fait, les Vénézuéliens sont les premiers au monde, bravo. Et tu vois, j'ai complètement raté ma prédiction, moi j'avais prédit que ce serait potentiellement la Chine. Et ben non, pas du tout, c'est le Venezuela qui les bat, les Chinois seront peut-être les deuxièmes, on verra. Mais en tout cas, le Petro est une monnaie officielle, c'est inscrit dans la constitution vénézuélienne, ça a été annoncé à la télé par Maduro, le président, qui a dit « Le Venezuela entre dans l'histoire aujourd'hui, blablabla, blablabla, ok ». Ils ont par ailleurs publié un nouveau white paper, et c'est assez intéressant, parce que dans ce white paper, il y a un certain nombre de changements, et notamment, la crypto-monnaie Petro n'est plus entièrement backée sur le prix du pétrole, ce qui était le cas jusqu'à présent, puisque tu sais que le Venezuela, c'est un pays qui est un très très gros producteur de pétrole, qui en exporte énormément. Eh bien, c'était backé uniquement sur la valeur du pétrole. Aujourd'hui, c'est 50% le pétrole, 20% l'or, 20% l'iron, qui est le fer, et 10% le diamant, qui sont d'autres ressources relativement abondantes au Venezuela. Et pourquoi ce changement? Alors, je ne sais pas précisément, mais il veut probablement, justement, comme d'habitude, être backé sur une seule et même chose, c'est risqué. Et plus tu te diversifies et disperses, entre guillemets, et plus tu réduis ton risque. Il ne veut pas, maintenant que c'est une monnaie officielle, risquer, par exemple, s'il y avait une chute du prix du pétrole, ce qui est peu probable, notamment en se baquant sur les métaux précieux qui, eux, sont relativement stables. Donc voilà, pour la première news qui est un peu une annonce, mais quand même intéressant de voir que, à nouveau, la crypto-monnaie, dans le monde réel, ça existe, c'est la monnaie officielle d'un pays. On en est évidemment très loin dans les pays occidentaux, européens, États-Unis, mais pourquoi pas un jour peut-être. Ensuite, pour ce qui est des news un peu générales, mais une news assez intéressante, que je suis pas sûr que tu en aies entendu parler parce que ça n'a pas fait les gros titres, mais c'est Gemini, donc l'exchange des frères Winklevoss. Donc les frères Winklevoss, tu les connais sûrement parce que c'est les premiers milliardaires en Bitcoin, et c'est également les frères jumeaux qui ont fait le procès à Mark Zuckerberg pour la plateforme Facebook il y a bien longtemps. Ils sont très actifs dans le milieu de la crypto, comme tu sais sûrement. Ils ont un exchange qui s'appelle Gemini, Gemini en français, qui est également assez actif. Eh bien, ils ont réussi maintenant à assurer l'ensemble des fonds de leur exchange avec une véritable assurance. Donc, si tu mets tes fonds chez eux, eh bien, quoi qu'il se passe, si l'exchange se fait pirater ou quoi qu'il arrive, eh bien, tes fonds sont assurés. C'est le premier exchange à mettre ça en place avec une assurance extérieure. On a vu notamment Binance qui avait créé son propre fonds d'assurance, mais là c'est avec des produits d'assurance externes, et c'est intéressant parce que ça apporte de la stabilité que les investisseurs recherchent, et les investisseurs lambda, beaucoup, alors pas forcément les gens que tu croises dans la rue, monsieur, madame Intel, mais les gens notamment aux États-Unis qui ont beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas investir dans les crypto-monnaies parce que c'est relativement risqué. Il y a bien sûr le risque de volatilité, et celui-ci ils n'y ont pas répondu, on ne peut pas répondre au risque de volatilité, on peut rien y faire, et il y a aussi ces risques un petit peu de hack, qui sont quand même assez nombreux, et tu le sais sûrement, il y a de très nombreuses plateformes qui se font hacker occasionnellement, pas tous les jours quand même, mais ça arrive malheureusement quand même souvent, et donc eh bien, dans ce cas-là, il y a une assurance comme peut avoir une banque, les banques assurent pas en intégralité, mais en général une partie des fonds que tu déposes chez eux, là c'est en intégralité l'ensemble des fonds, et donc le Head of Risk a déclaré que les consommateurs ont besoin des mêmes niveaux d'assurance et de protection
dont ils ont l'habitude avec les institutions financières classiques, traditionnelles. Et donc c'est effectivement un pas supplémentaire. Ils sont les premiers, ils ouvrent la voie, ils seront probablement pas les derniers. Il y a peut-être du coup dans la foulée d'autres exchanges qui vont pouvoir faire ça et c'est assez intéressant. Un point assez marrant, je ne sais pas si tu avais suivi ça, mais Google et Facebook d'ailleurs avaient complètement interdit les publicités sur les crypto-monnaies en disant tout simplement qu'il y avait trop d'arnaques, trop de scams et que donc ils voulaient plus qu'on fasse de publicité là-dessus. Ben ça y est, ils sont revenus en arrière depuis le début octobre, mais pas entièrement, donc notamment, et c'est ça que je voulais te montrer, donc on peut à nouveau effectivement faire des pubs sur les crypto-monnaies sur Google et sur Facebook, mais c'est seulement aux États-Unis et au Japon pour le moment, et il va falloir demander la permission à Google, ce qui leur demander vraiment une autorisation spécifique. Au cas par cas, ils vont étudier les dossiers pour être sûr que c'est justement pas de conneries, pas des conneries, pas des arnaques, etc. Reste à savoir qui sont les personnes chez Google qui vérifient, est-ce qu'ils sont compétents ou est-ce qu'il y a des gens qui arriveront à faire des arnaques et des scams tellement bien conçus que les analystes ne les verront pas. Ça c'est une autre affaire. Mais en attendant, voilà, tu vas te mettre peut-être à revoir, alors pas si tu es en France, c'est que aux US et au Japon, mais si tu utilises un VPN ou si tu es aux US et au Japon, tu vas peut-être te mettre à revoir des pubs pour les cryptos très prochainement. À nouveau, toujours pour parler de Google, tu en avais peut-être également entendu parler, il y avait des extensions, notamment sur le navigateur Google Chrome. Tu sais, le navigateur Google Chrome permet d'installer des extensions qui permettent de faire plein de choses, un peu la même façon que tu peux installer des applis sur ton smartphone. Eh bien, il y avait des extensions qui utilisaient la ressource de ton navigateur et de ton ordinateur pour miner discrètement de la crypto-monnaie sans que tu t'en rendes compte. Et donc le mec, il crée son extension, si c'était installé par des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, d'ordinateurs, eh bien il avait des milliers ou X milliers d'ordinateurs qui minaient pour lui discrètement la crypto-monnaie et il se faisait du fric gratos, ce qui est un peu un scandale. Ça existe encore aujourd'hui, mais Chrome a annoncé que son navigateur allait maintenant protéger donc ce qu'ils appellent Improved Security et une meilleure protection contre les malwares, surtout orientés vers les mineurs qui permettent de miner la crypto-monnaie ou éventuellement même de voler la crypto-monnaie. Si tu as une mauvaise application sur ton Google Chrome qui a accès à ton navigateur et que tu te connectes à ton compte par exemple, eh bien ils pouvaient potentiellement te voler tes cryptos. Donc ça, c'est terminé et c'est une bonne chose. Et voilà pour les news du côté de Google. Du côté de l'Ethereum maintenant, quelques news de notamment Casper, qui est le nouvel algorithme de montée en puissance, de scalability d'Ethereum qu'on attend, qui n'en finit plus de se faire attendre et qui est toujours un gros point d'interrogation sur Ethereum. Est-ce qu'ils vont réussir et à quelle échelle, surtout à quelle échéance, parce que tout le temps qui passe à avoir des problèmes de scalabilité, c'est du temps que prennent les autres crypto-monnaies pour essayer potentiellement de les dépasser. Et ils ont sorti un truc qui s'appelle Casper, qui est une combinaison de Casper et du sharding, qui est sorti sur GitHub. Alors yesterday, c'était le 1er octobre, donc c'était en fait le 31 septembre, donc ça fait déjà quelques jours. Et donc c'est à la fois le nouveau consensus Casper de Proof of Stake, plus le sharding qui est la solution de scaling. J'ai fait une vidéo plus complète sur le sharding, tu peux trouver, tu tapes Leonis Sharding, où j'explique plus en détail ce que c'est, mais grosso modo ça permet de diviser la blockchain pour aller plus vite. Donc c'est sorti, c'est ce qu'ils appellent un squelette de base, mais ils vont d'abord pour l'instant le faire tester, donc c'est pas du tout encore en live. Mais en attendant, c'est évidemment un first step, comme c'est écrit ici, et c'est une première étape. Ça veut dire que ça avance et que peut-être, potentiellement, on pourrait voir sortir et le sharding et Casper prochainement, en tout cas je l'espère, surtout si les tests se passent bien. Je te tiendrai bien sûr au courant dans les prochaines vidéos, dans les prochaines crypto news. Évidemment, si tu veux être sûr de ne pas les rater, je t'invite à activer la petite cloche à côté du bouton subscribe de YouTube pour avoir une notif dès que je publie une vidéo. Toujours sur un sujet proche de l'Ethereum, sur le sujet pour être très précis des smart contracts, ça me permet d'enchaîner. Je fais que des super transitions. C'est le fait que y a de plus en plus de rumeurs, d'articles sur le fait que le Bitcoin va se mettre à accepter les smart contracts et qu'on va pouvoir lancer des ICO sur le Bitcoin. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Il y a pas mal de personnes qui disent effectivement que potentiellement, est-ce que l'Ethereum va aller à zéro parce que le Bitcoin va remplacer la fonctionnalité de l'Ethereum. C'est effectivement, moi je trouve personnellement quand même un petit peu inquiétant pour l'Ethereum, à voir ce que ça va donner, mais voilà. Et donc, il y a une open source smart contract platform, une plateforme de contrat open source qui s'appelle RSK, qui développe une sidechain du Bitcoin, donc comme un fork, un peu un équivalent, qui pourrait permettre au Bitcoin d'être utilisé pour lancer des ICO, pour faire des smart contracts. Et donc,
alors ce qui est marrant, voilà, ça je pense à un truc et j'en lis un autre en même temps. Donc c'est embêtant bien sûr potentiellement pour l'Ethereum, je t'en ai parlé. Qu'est-ce que va devenir l'Ethereum si tout peut être fait pour le Bitcoin? Est-ce qu'il n'y aura pas de plus en plus de gens qui vont choisir le Bitcoin à la place de l'Ethereum pour faire leur ICO? Ce qui est marrant, c'est que c'est programmé en utilisant Solidity. Solidity, c'est le langage d'Ethereum. Mais pour autant, ça remplit exactement la même fonction qu'Ethereum, c'est écrit ici, tu vois, et c'est pas parce que ça utilise le langage Ethereum que ça donne de la valeur Ethereum. C'est comme si tu crées Facebook et que Facebook c'est écrit en PHP, mais ça donne pas forcément de valeur au créateur de PHP, ça donne de la valeur à Facebook. Donc cette news-là, ça peut donner de la valeur au Bitcoin, énormément, et pas forcément à l'Ethereum. Donc à voir, je t'avoue que cette news-là, personnellement, moi j'aime beaucoup l'Ethereum, tu le sais peut-être si tu suis ma chaîne et que tu me suis depuis longtemps, c'est une crypto que je trouve extraordinaire. Et effectivement, l'Ethereum a quand même vraiment fait ses preuves et c'est une crypto sans laquelle on n'aurait pas beaucoup d'autres cryptos, etc., etc. Donc c'est une crypto assez géniale. J'aime beaucoup le boulot de Vitalik Buterin, j'aime beaucoup justement tous les trucs de sharding qu'il invente, etc. Mais là, ça pose une réelle question, est-ce que l'Ethereum va même survivre? Est-ce que l'Ethereum va peut-être pas aller à zéro? Je ne sais pas. À voir. C'est en tout cas très intéressant de voir ce qui se passe. On enchaîne avec Coinbase. Alors Coinbase souhaite visiblement accélérer son listing process, donc c'est-à-dire son processus d'ajout de nouvelles coins, et qu'ils veulent probablement augmenter assez drastiquement le nombre de coins qu'ils proposent. Aujourd'hui, ils en proposent assez peu, hein, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ethereum classique, c'est-à-dire 5. Ils en ont annoncé une dizaine d'autres il y a quelques semaines déjà, qui ne sont pas encore pour l'instant en ligne. Mais ils ont un nouveau framework, une nouvelle fonction, une nouvelle façon qui viennent de sortir, de rajouter des nouvelles cryptos, ce qui veut leur permettre, enfin selon ce qu'ils disent, de lister beaucoup plus de cryptos, beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus rapidement. C'est ce qu'ils ont dit dans un statement, dans une déclaration sur leur blog. Alors la communauté a réagi en disant que c'était en fait probablement seulement un peu du blabla, qu'il y avait un blog.coinbase.com/new-asset-listing, une espèce de formulaire de soumission en ligne, mais que grosso modo ils pensent que ça allait directement dans la poubelle, que les gens ne les lisaient pas, parce qu'effectivement juste tout le monde veut être sur Coinbase évidemment, mais il y a des milliers et des milliers et des milliers de cryptos, pour l'instant ils en ont sélectionné une dizaine tout au plus, donc je pense qu'ils sont hyper sélectifs, et donc plusieurs personnes pensent que c'est simplement une façon pour eux d'essayer de réduire un peu les spams et de pas se faire harceler en disant aux gens bah passez par le formulaire et on reviendra vers vous, ce qui est effectivement de leur point de vue à eux, pourquoi pas. Et puis ici une observation que je trouve très intéressante qui dit que, oups, j'ai cliqué sur le lien Twitter, voilà, une observation intéressante qui dit que les utilisateurs actifs sont probablement en diminution de 75 à 90% depuis le mois de janvier, ce qui est tout à fait possible effectivement à l'époque où absolument tout le monde se ruait sur les cryptos, et aujourd'hui il y a quand même un peu moins de monde qui est chaud patate là-dessus, et donc ils pensent que c'est potentiellement, comme effectivement de plus en plus de gens se tournent vers les plus petites cryptos, vers notamment la plateforme Binance qui tu sais est la plus grosse plateforme en termes de volume et qui a plus de 200 cryptos référencés, est-ce que ce serait pas une façon pour eux de recréer de l'engagement et réavoir des gens qui viennent sur leur site, qui vont pas sur Binance pour trader leurs plus petites altcoins sur lesquels ils espèrent faire des profits pendant que Ethereum, Bitcoin, Ripple, Litecoin, etc. Se pètent un petit peu la gueule. Bon, en tout cas, peut-être que donc tu vas voir arriver de très nombreuses cryptos sur Coinbase très prochainement. Pour l'instant, c'est effectivement plutôt le site pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, grosso modo, éventuellement du Litecoin pour les gens qui ne veulent pas aller s'aventurer vers d'autres cryptos. On enchaîne justement en parlant de Ripple avec Jed McCaleb, le fondateur de Ripple et de Stellar, donc le cofondateur de Ripple qui a ensuite quitté Ripple pour cofonder Stellar. Eh bien, visiblement, il est en train de vendre à fond tous ses XRP et il les en vend de plus en plus. Alors, pour être tout à fait précis, il a mis en vente apparemment plusieurs milliards de XRP. Il en avait 9 milliards au départ, au moment de la création, et il n'avait pas le droit d'en vendre beaucoup. Il était not allowed selon la société Ripple. Il devait en vendre 10 000 $ par semaine. Il avait le droit d'en vendre jusqu'à 10 000 $ par semaine la première semaine, puis 20 000 la deuxième année, puis 750 millions de XRP par an les 4e à 6e années, puis la 7e année 1 milliard, blablabla, blablabla. Alors, ils ont eu déjà une grosse dispute juridique parce qu'il avait été justement suspecté d'en vendre plus, puis ils avaient eu un settlement, c'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à un accord en disant bon bah ok, finalement c'est bon, voilà, finalement ils se sont mis d'accord sur ce qu'ils pouvaient faire, et finalement il semblerait qu'aujourd'hui il serait à nouveau en train de dépasser le nouvel accord qu'ils avaient trouvé après le procès. Donc c'est juste un énorme bordel. Tout ça pour dire qu'il a tellement de Ripple en sa possession, de XRP pardon en sa possession, qu'il est capable à lui tout seul de
décimer le cours, puisqu'il en a 9 milliards, et s'il en vend des milliards d'un coup, bah bien sûr, comme c'est l'offre et la demande, ça peut vraiment faire baisser le cours. Et comme il est cofondateur d'une crypto concurrente qui s'appelle le Stellar, j'ai à nouveau cliqué, pardon, je voulais simplement la sélectionner, eh bien il a tous les intérêts potentiellement de faire entre guillemets du mal à XRP, en tout cas d'essayer que cette crypto baisse. Est-ce que c'est juste pour son point de vue, pour son intérêt en tant que fondateur de Stellar qui veut couler XRP, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y croit plus? On ne le saura jamais. En tout cas, voilà, il vend tous ses XRP, même plus que ce qu'il a le droit, donc il se met limite presque dans la merde, tellement il veut visiblement plus ou moins s'en débarrasser. Une news que je trouvais intéressante, et c'est pas commun qu'un fondateur se débarrasse de ses tokens. C'est comme si Jeff Bezos vendait ses actions à Amazon, et on se dit un petit peu, mais c'est emmerdant, est-ce qu'il y croit plus à Amazon, pourquoi il vend ses actions? C'est un petit peu ce qui se passe, c'est pour ça qu'il n'avait pas le droit d'en vendre beaucoup, c'est que c'est relativement contrôlé, c'est des événements relativement surveillés et observés de très près. Toujours au sujet de la société Ripple, annoncé le 2 octobre, tu as probablement vu la news si tu suis Ripple, il y a le XRapid qui est live avec plusieurs clients de par le monde, donc XRapid qui est la solution B2B de la société Ripple pour les transferts interbancaires, inter-crypto, inter-currency, pour transférer de l'argent entre plusieurs pays de façon extrêmement rapide. Et donc, il est officiellement lancé, donc il était temps, hein, depuis le temps qu'ils en parlent et vu le nombre d'investisseurs qui ont investi dans Ripple. À nouveau, tu le sais, moi je suis pas le plus grand fan de l'investissement dans Ripple pour la simple et bonne raison que le fait que XRapid soit utilisé ou pas ne fait pas forcément monter le prix du token Ripple. En revanche, ce que fait la société ne fait pas forcément monter le prix du token XRP, pardon. En revanche, ce que fait la société Ripple, c'est très bien de permettre aux institutions financières de transférer l'argent rapidement entre les pays. C'est évidemment, ça a une utilité et c'est très utile pour ces sociétés-là. Et ils utilisent comme pool de liquidité justement le token XRP. Et donc les clients sont les suivants: Mercury FX, QLX et Catalyst Corporate Federal Credit Union. Donc que je connais pas du tout, c'est des clients un peu inconnus, hein, c'est pas la HSBC et JP Morgan comme ils avaient annoncé. Alors ils avaient annoncé que c'était des tests, et c'est des tests toujours en cours, et peut-être qu'ils y viendront. En tout cas aujourd'hui, ils sont pas dans la phase live pour le moment, ils y viendront peut-être. Et voilà les corridors qu'ils vont utiliser, c'est-à-dire les transferts. Donc là c'est Europe to Mexico, donc les transferts de euros à pesos mexicains pour Mercury FX, et pour QLX c'est US to Mexico, qui est un canal, un channel où il y a beaucoup de trafic, de volume, hein, c'est pas du trafic comme du trafic illégal, notamment pour tous les Mexicains qui travaillent légalement aux États-Unis et qui veulent envoyer de l'argent à leurs amis et à leur famille au Mexique. C'est évidemment, il y a beaucoup d'échanges de flux financiers. Donc voilà, c'est live. Ça n'a pas empêché le prix du XRP de baisser cette semaine, mais encore une fois, il revenait d'une très grosse augmentation. Donc voilà, mais c'est en tout cas une bonne nouvelle. Et à nouveau, moi je te parle toujours des nouvelles dans la vie réelle, dans la vie concrète de la crypto-monnaie, pas de spéculation. Et là, c'est du très concret. Il y a 3 vraies entreprises très concrètes qui utilisent quotidiennement maintenant la solution XRapid. Et donc bravo bien sûr à la société Ripple, parce que c'est un sacré achievement. Et ça fait bien longtemps qu'ils bossent dessus, et pour l'instant c'était surtout des annonces. Et là, c'est du très concret. Donc moi j'aime le concret. On termine avec deux trucs restants. Premièrement, cet article que j'ai trouvé vachement intéressant, que tu peux retrouver, qui s'appelle The ICO market is not collapsing, it's maturing. Donc le marché des ICO ne s'écroule pas, il est en train de devenir mature. Et déjà dans un premier temps, je voulais te montrer cette petite vidéo que je trouve très sympa sur toutes les ICO depuis le début. Alors je vais te la mettre en vitesse accélérée. Là on est en 2014, il se passe pas grand chose. Donc là tu vois qu'on a en bleu l'Europe, en orange l'Amérique du Nord. Alors en rose, le gros, il n'y a pas de pays. Et puis on a en vert l'Asie. Donc tu peux voir que voilà, ça grossit là à partir de 2017. Et les 3 grossissent en même temps. Donc les US en orange en haut, l'Europe en bleu et l'Asie en vert. Et donc ça explose pas mal. Et tu vois que ça... Alors on a Léos ici en rouge qui n'a pas de pays. Et... Ah non, c'est les Caraïbes, pardon. Hop, je te dis une connerie, on va se mettre la vidéo en pause. Voilà, c'est les Caraïbes parce qu'il y a EOS, donc c'est marrant. EOS, ils sont... Voilà. On a Telegram, on a... Tu vois quasiment rien en Afrique, Middle East, on a quasiment rien non plus. Mais grosso modo, ça se partage énormément entre Amérique du Nord, Europe et Asie. Et puis bon, un peu Caraïbes ici. Et rose, c'est sans état, stateless, parce que ça... bon. Et là, on a ici l'Afrique en violet, donc un petit peu quand même d'Afrique, pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Donc intéressant. Et plusieurs choses donc, dont je voulais te parler. Donc premièrement, 1,4 milliard levé en août. Donc une augmentation de 44%. Donc en août, ça repart tranquillement. Tu sais, on avait quand même pas mal de descentes ces derniers temps. Ils ne parlent pas des news de septembre, alors qu'on est déjà en octobre. Bon. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, c'est plus compétitif. On va revoir.
Donc il lui dit que c'est le signe d'une maturation du marché, on va revoir juste en dessous, qu'il y a plus de compagnies established, c'est-à-dire des grandes sociétés, qui sont pas juste des petits indépendants, etc. Et les security tokens qui sont de plus en plus communs. Donc ça c'est intéressant, et pour la première fois, Singapour a fait plus d'ICO que les États-Unis. Quand même beaucoup plus petit Singapour que les États-Unis, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc le mois d'août est égal au mois de novembre dernier, hein, donc juste avant novembre on était ici à 1,4 milliard. Ensuite on a eu bien sûr la folie jusqu'en janvier-février, puis la descente aux enfers où on est tombé en juillet à seulement entre guillemets 1 milliard, et là août 1,4, on est revenu au mois de novembre, ce qui est quand même pas mal. Donc intéressant. Et qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? Voilà, alors c'est devenu plus compétitif pour réussir. Le nombre d'ICO qui dépasse les 100 000 $ de levée, il est passé de la moitié au départ à 1/5, c'est-à-dire 20% aujourd'hui. Donc il y a 80% des ICO qui fail, qui échouent, mais ce qui est une bonne chose, parce qu'encore une fois, c'est-à-dire que les investisseurs sont plus intelligents, ils demandent une meilleure qualité, ils ont des attentes plus élevées, et donc ça va faire le tri. C'est comme la levée de fonds avec les startups. Aujourd'hui, les startups il n'y a pas beaucoup de startups qui se lancent dans une levée de fonds s'ils savent qu'ils ont un projet un peu moyen. En général, ils se lancent dans une levée de fonds quand ils savent qu'ils ont un certain nombre d'éléments qui va leur permettre, parce que c'est mieux documenté, ça fait plus longtemps que les startups lèvent des fonds, et donc dans quelques années, eh bien on va voir les meilleures practices des 20% qui arrivent à lever leurs 100K, et on va dire bah voilà, tant que t'as pas atteint ça, c'est pas la peine de faire ton ICO, tu n'y arriveras pas, on le sait d'expérience. Et donc effectivement c'est une maturation du marché. Voilà ce que je voulais te montrer. Tu peux aller voir cet article et le lire dans le détail, il est extrêmement intéressant, tu le retrouveras en tapant ça sur Google. Enfin, dernier point, je vais te laisser avec ce tweet de Michael Harrington, qui est le fondateur de Harrington XRP Capital, qui est un fonds d'investissement très très actif, et il dit, très actif notamment dans les cryptos, et il dit qu'il a reçu une deuxième subpoena de la SEC. Donc la SEC c'est l'agence, tu sais, financière de contrôle et de sécurité américaine, c'est la Security and Exchange Commission, et une subpoena c'est une convocation au tribunal à laquelle tu es obligé de répondre. Il demande de collecter toutes les informations des investisseurs américains dans une société américaine. Donc, ce qui est effectivement pour lui compliqué, emmerdant, etc. Et il dit que the legal costs of dealing are not insignificant. Les coûts que ça engendre de répondre en permanence à ces demandes de régulation deviennent quand même importants, ne sont plus insignifiants. Donc, ça veut dire que ça commence à devenir important. Et il dit, on n'investira plus aux États-Unis dans les tokens, dans les US deals, tant que la SEC ne clarifie pas ces trucs, parce que là, on en a marre, ça change toutes les 2 minutes, etc., etc. Et ça termine par ce truc qui est quand même assez violent. Pivot to Asia, donc ça veut dire en gros j'arrête les US, maintenant je vais investir en Asie. C'est un mec qui vit à Palo Alto en Californie dans la Silicon Valley, donc je sais pas si tu vois le poids de ce truc, mais c'est quand même gigantesque. Tu le sais, la première place mondiale de la crypto aujourd'hui c'est Singapour. Il y a énormément de projets qui sont en Asie. Il y a le Japon qui est très bien placé, il y a Shanghai qui est un pool énorme et qui souvent finalement comme la Chine n'est pas forcément très claire, et bien les projets de Shanghai en général finissent à Singapour, c'est pas si loin. Et donc voilà, en Europe on n'est pas non plus forcément très très clair encore, et les US ils ont encore du boulot également, et c'est une grosse opportunité pour l'Asie, et crois-moi ils en sont tout à fait conscients, et ils n'ont pas attendu ce tweet pour être les leaders de l'ICO. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Bien sûr c'est plutôt embêtant entre guillemets pour et l'Europe et les États-Unis, parce que c'est embêtant si on veut être leader, et effectivement on veut être leader, tout le monde veut être leader, et on est clairement mal barré dans la course. C'est vraiment l'Asie qui est en tête pour le moment, et c'est tant mieux pour eux. L'Asie c'est une région super et qui en plus peut bénéficier de ça pour se développer. Il y a plein d'endroits qui gagneraient à se développer, mais évidemment moi je préférerais que ce soit la France les leaders, les Américains préféreraient sûrement que ce soit les États-Unis, mais ils y sont pas. C'est tout pour ces crypto news. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, quelle est la news qui t'a le plus intéressé, quelle est la news qui t'a le plus surpris. Donne-moi ton avis en commentaire de cette vidéo, juste en dessous. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, mets-moi un like, ça fait toujours plaisir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo t'a plu, en tout cas je l'espère. Donc bien sûr, non seulement mets-moi un like, mais surtout abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis pour ne rater aucune de mes vidéos. Je fais les crypto news en général tous les lundis, et entre-temps, tous les jours de la semaine, je publie d'autres vidéos sur les crypto-monnaies et sur l'investissement en général. Et bien sûr, si tu veux savoir, voilà c'est ça, je me disais, il faut que je te dise un truc pour terminer, si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind, dans lequel je te partage tous mes investissements en crypto de façon complètement transparente. Le lien est dans la description, et tu peux regarder une vidéo suivante de moi juste au-dessus de ma tête. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo.